Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être, je crois, très nombreux pour ce web séminaire qui, en fait, s'inscrit dans la démarche du Sales Economist qui, depuis maintenant un mois et demi, alterne des web séminaires, des réunions de conjoncture, des événements. Je en profite pour rappeler à ceux qui l'auraient oublié que le 4 février, c'est la semaine prochaine, on fait un grand événement, en fait, à distance, mais ça, la cœur de la réflexion sereine, et c'est sur la réindustrialisation du pays. Donc, vous voyez, c'est une logique assez forte qui devrait nous conduire jusqu'à Aix-en-Provence, où nous essaierons de faire des propositions dans une situation qui ne sera sûrement pas très facile. Alors, ce soir, c'est quelque chose d'un peu nouveau, puisque nous avons eu déjà 4 web-séminaires qui tous s'appuyaient sur des visions de macroéconomie. C'était des gens des économistes du cercle. Il y a eu Artus, il y a eu Saint-Étienne, il y a eu Christian de Boissieu, il y a eu Olivier Pastré, votre serviteur. Et donc, on avait plutôt des questionnements et des interrogations portant sur tel ou tel élément de politique économique ou sur le vieillissement ou ceci ou sur cela. Ce soir, c'est autre chose qui va être l'objet de nos réflexions pendant 1 heure. Nous avons le grand plaisir d'accueillir un chef d'entreprise qui est le patron, si pardon de cette expression, mais j'espère qu'elle va lui convenir, patron de PwC, moi je dis toujours Price, mais enfin bon, PwC, France et Maghreb. C'est un homme donc, qui a une expérience très forte, non seulement de gestion d'une très grosse entreprise, qui fait du conseil, de l'audit, enfin tout ce il en dira peut-être un mot tout à l'heure, mais de tous les clients, tous les gens. Donc il est au cœur de la réflexion des entreprises aujourd'hui. Et j'ai entre mes mains un livre, ce livre. Alors, vous ne le voyez pas, si vous le voyez. Ce livre s'appelle « Chef d'entreprise, ce que le monde attend de nous ». Et il y a en sous-titre, parce que c'est toujours vendeur, « Patron, oserez-vous ». Et en fait, Bernard Guénier essaye, dans un livre de 250 pages, dont on va beaucoup parler pendant cette heure, d'imaginer, dans cette crise très profonde, mais qui n'est pas liée que à la Covid, cette crise de société que nous connaissions auparavant, comment est-ce qu'on peut imaginer que les entreprises et les entrepreneurs et les patrons d'entreprises jouent un rôle majeur dans le rétablissement des situations. Au fond, il y a quand même, il ne le dit pas du tout dans le livre, mais il y a quelque chose qui ressemble à ce que nous avons connu, aucun d'entre nous d'ailleurs, mais ce dont nous avons entendu parler au moment de la libération, juste dans les 3-4 années qui ont suivi la fin de la Deuxième Guerre mondiale et où tout le pays s'est mis à retrouver ses manches et s'est mis à se mettre d'accord pour faire avancer les dossiers et reconstruire le pays. Alors là, il ne s'agit pas de reconstruire le pays, il s'agit en réalité de redéfinir des valeurs, reconstituer un tissu social. Et il a pour cela, et je vais lui céder la parole en démarrant sur une question, il a développé un concept qui est celui de l'entreprise symbiotique. Entreprise symbiotique. Et ma première question est évidemment celle d'essayer de bien comprendre de quoi il s'agit pour qu'il nous décrive, au fond, à travers cette définition, ce qu'il a voulu dire dans le livre. Puis, il y aura peut-être encore 1 ou 2 questions. Et à ce moment-là, on changera de dispositif. Emmanuel Cuny, qui est un exceptionnel journaliste et éditorialiste de France Info, prendra le relais. Il y aura beaucoup de questions et c'est lui qui animera les 3/4 d'heure qui resteront. Voilà, c'est un beau programme, microéconomie pour la première fois et avec un livre, un ouvrage de très grande qualité. Bernard. Jean-Hervé, merci. J'ai un gros écho, mais je ne sais pas si c'est normal. En tout cas, j'ai réussi à comprendre ce que tu me posais comme question. Merci d'abord pour ton introduction et au cercle, je dirais, me donner la parole. D'abord, l'entreprise symbiotique, en réalité, c'est un peu la réponse, en fait, à beaucoup d'interrogations que nous posons chez PwC sur le monde d'aujourd'hui en interaction avec l'ensemble des entreprises qui travaillent dans le monde. Et je dirais que moi, je suis allé chercher finalement à répondre à une question. Beaucoup d'analyses sont faites sur la situation du monde, mais au fond,
il y a peu de réponses et de sens qui soient donnés à la source de toutes les difficultés que nous connaissons et que le cercle d'ailleurs, dont le cercle parle très régulièrement et qui ne font que monter. Donc, bah, j'ai cherché, si je puis dire, à travers mon expérience et mon parcours, essayer d'aller à la source finalement de quelles sont les causes des tensions qui existent dans le monde, extrêmement importantes, parce qu'il y a, on semble-t-il, urgence à y répondre. Et quel est le rôle de l'entreprise par rapport à ça? Et il m'a semblé que ce concept d'entreprise symbiotique était certainement une réponse à cette question du rôle de l'entreprise dans la société finalement et dans l'économie. Donc, symbiotique, ça veut dire quoi? Ben, je rappelle simplement que le symbiotique, c'est simplement en fait le vivre ensemble, hein. C'est un mot inventé au 19e siècle pour faire finalement dire une chose simple, c'est vivre ensemble, puisque c'est ce que l'on constate dans l'écosystème naturel, et je pense qu'il faut s'en inspirer. Je pense qu'il y a des mouvements sur le biomimétisme, par exemple, aujourd'hui, qui disent la nature est capable de donner des réponses que nous-mêmes, humains, n'avons pas su trouver, et c'est un profond champ de recherche. Et donc, le symbiotique, pour moi, c'est de dire la chose suivante. L'entreprise, finalement, n'est pas en dehors de la société, elle est dans la société. La société en sens large, euh, environnement, sociétal et économique. Et d'ailleurs, le plan de relance parle de ça. Et moi, je pense que si l'entreprise et les chefs d'entreprise qui en ont la responsabilité remettent en perspective leur rôle et considèrent qu'ils doivent jouer ce rôle de plus en plus important pour la société, que leur appréciation des enjeux de ce monde va changer et leur appréciation de leur rôle va aussi changer. Donc, être au cœur de la société, ça veut dire quoi? Ça veut dire de remettre en cause ce qui a été pour moi, qui est pour moi la cause des problématiques que nous avons aujourd'hui depuis 30 ans ou 40 ans, face à divers éléments de tension sur lesquels on pourra peut-être revenir après, que ce soit vieillissement de la population, disruption technologique, inégalité de revenus et de destin, particulièrement en France, populisme, remise en cause de la confiance, remise en cause des corps intermédiaires, remise en cause de la démocratie, en tout cas dans les pays développés démocratiques. Ces tensions-là ont pour conséquence de remettre en cause aussi le rôle des entreprises parce qu'on a trop poussé, selon moi, le principe de la compétition et de la compétitivité qui est nécessaire et on a oublié un principe vital tout aussi important, c'est la coopération et la solidarité. D'ailleurs, la crise démontre à quel point notre interdépendance, notre besoin de sécurité collective, notre capacité à reconnaître ceux qui sont en première ligne, et pas forcément donc les premiers de cordée, est devenue essentielle. Je crois que cette capacité à coopérer, à être solidaire, à prendre en compte ensemble les difficultés, nous ramène à notre situation humaine, à la nature humaine, et donc à faire en sorte que ces entreprises prennent en compte cela pour jouer un rôle dans la société et une vision de leur écosystème beaucoup plus large dans leur chaîne de valeur. Et donc, elles doivent prendre en compte l'environnement, elles doivent prendre en compte la société et donner des réponses qui sont les réponses qu'attendent leurs clients, leurs collaborateurs, leurs futurs collaborateurs. Et je prends dans le livre un exemple. Les étudiants que PwC recrute tous les jours notent aujourd'hui des entreprises comme les nôtres ou des très grandes entreprises françaises en leur disant « Vous avez un rôle dans la société, qu'est-ce que vous faites pour elle? Vous avez un rôle sur l'environnement, qu'est-ce que vous faites pour cet environnement? Est-ce que vous en préoccupez? Est-ce que vous considérez les ressources comme quelque chose, l'environnement comme une source de ressources que j'utilise, mais sans régénérer votre environnement? Est-ce que vous considérez les ressources humaines comme une ressource sans considérer leur avenir, qu'elles restent dans l'entreprise où vous deviez faire évoluer vos besoins et vos besoins en compétences? Et donc, si vous n'avez pas cette vision de contribuer à la société, d'être au cœur de la société, tout en restant compétitif, et c'est là la difficulté, bien évidemment, et lorsque je mets en œuvre coopération et compétition, je me trouve, moi, dirigeant d'entreprise,
et manager en train d'essayer de réconcilier deux points qui peuvent être contradictoires. Donc, c'est un chemin difficile, c'est un peu une face nord, mais elle est incontournable aujourd'hui. Elle nécessite une vision de long terme, elle nécessite une vision coopérative, elle nécessite une vision solidaire. Et je pense que l'État, dans ce cadre-là, doit être un acteur qui régule et qui tend à amener les entreprises à aller dans cette direction. Donc, voilà un petit peu l'objet de ce livre, reconnaissant que les recettes d'hier ne peuvent plus fonctionner et que les recettes de demain sont à inventer, que ce soit en matière de leadership, en matière de coopération, en matière d'écosystème économique. Et donc, beaucoup de chemin est à parcourir, mais j'ai essayé de tracer dans ce livre quelques clés et quelques domaines de transformation que sont évidemment pour moi l'environnement et le développement durable, l'égalité des chances et la diversité, la formation et la montée en compétences, l'apprentissage, la technologie, la nécessaire régulation, et pour venir un peu plus, je dirais, dans l'environnement européen, un fort besoin d'Europe pour la France, pour les entreprises, et une vision intégrée du rôle de la France et de l'Europe, ce qui pose un nombre de questions considérables qui aujourd'hui ne sont pas résolues et qui mettent l'Europe en position de faiblesse terrible par rapport à la compétition qu'il ne faut jamais oublier et qui fait rage entre les États-Unis et la Chine aujourd'hui, et sur le théâtre d'opération sur lequel nous sommes très largement peu présents. Voilà, voilà un petit peu dresser le portrait de ce livre qui comporte un peu d'histoire personnelle, un peu d'expérience managériale et une vision de ce que peuvent nous dire nos clients. Et je les cite parfois, que ce soit le patron de Vinci, le patron de Total et d'autres dans ce livre pour mettre en évidence un certain nombre de points qui me paraissent essentiels à l'attention de tous ceux qui liront ce livre. Voilà. Bernard, juste peut-être une question qui m'est plus facile à moi de poser parce que nous nous connaissons bien. Quand on lit le livre, on voit que tu as quand même eu une carrière qui a été véritablement internationale. Est-ce que tu peux dire en mots, qu'est-ce que ça t'a apporté tout jeune de partir en Chine et après aux États-Unis? Ma carrière internationale, elle est, moi qui suis marseillais d'origine et qui ai commencé à travailler à Paris, à Marseille. En fait, international, c'est pas entre Marseille et Paris. Hein. J'ai commencé à Paris, oui, mais j'étais marseillais d'origine. Je suis revenu à Marseille pour repartir ensuite en 97 en Chine, où j'ai passé 3 ans, où j'ai assisté en fait à la création de l'usine du monde, comme on a dit il y a longtemps maintenant. J'ai eu la chance, en fait, et ça c'est unique parce que ça ne se reproduira plus, je pense, de travailler avec des entreprises internationales qui investissaient en Chine et qui étaient à l'époque dirigées pour des entreprises suédoises et suédois, pour des entreprises américaines par des entreprises américaines, pour des entreprises anglaises par des Anglais. Et j'ai appris en fait le monde international grâce à la Chine. Et j'ai vu construire des projets pharaoniques que j'indique dans le livre, où il fallait construire une usine de papier, un port pour amener les matières premières, créer une centrale électrique dans un no man's land sur des hectares et des hectares. Donc, un développement économique faramineux en Chine. Et surtout, j'ai appris qu'il ne fallait pas avoir peur de l'autre et donc de la différence. Et on a toujours une vision des Chinois, c'est monolithique, des clichés, et on apprend cette civilisation extrêmement ancienne. On apprend à connaître son histoire, ses difficultés, et à apprendre de la culture chinoise. Et ensuite, donc ça c'est la première leçon, c'est ne pas avoir peur de l'autre, accepter la différence. Et ensuite, je suis parti ensuite aux États-Unis, dans la Silicon Valley, où j'ai en fait pu voir l'évolution de la Silicon Valley. Je suis arrivé au moment où la bulle Internet a explosé dans les années 2000. Et j'ai vu la capacité américaine à se coaliser dans des clusters, comme dirait Porter, économiques, avec le rôle de l'État, de la défense, pour créer un développement économique extraordinaire et qui est devenu un modèle de développement pour l'ensemble du monde et qui m'a montré que les Américains avaient une capacité d'exécution extraordinaire que nous n'avons pas forcément
et qui est porteur évidemment de vision et de prise de risque dont nous avons la difficulté en Europe et particulièrement en France. Donc, j'ai appris l'international, j'ai appris beaucoup la technologie là-bas, en ayant la conviction, et ce que je dis dans le livre, que le monde de demain et d'aujourd'hui et de demain sera logiciel. Au-delà de la donnée, c'est l'analyse et la prédiction de la donnée qui fera la technologie qui fera l'innovation de notre technologie, et que c'est indispensable à notre avenir, et que c'est l'immatériel. Et d'ailleurs, dans le livre que je cite sur l'économie symbiotique, parce que j'ai été inspiré par divers livres qui sont cités dans ce livre, ces auteurs sur l'économie symbiotique indiquent que la technologie est absolument essentielle pour le développement des territoires, pour la redécouverte de la proximité, et qu'on ne peut pas passer d'un monde taylorien que nous sommes en train de quitter, mon taylorien basé sur l'extraction, pour aller vers un monde donc symbiotique et qui permet d'imaginer des solutions régénératrices et pas extractives. Donc, voilà ce que j'ai appris là-bas. C'est le management, c'est des cultures différentes. Et j'ai continué à le faire parce qu'étant patron de l'ULC en France, je suis aussi membre du conseil stratégique de l'FM international et nous parlons en permanence de ce que disent nos clients, les États, les gouvernements, les ONG et les tendances de ce monde. Une expérience effectivement assez unique, en tout cas que j'ai trouvé particulièrement enrichissante. Bien, écoute, je suis en train de regarder ma montre, ça fait un petit quart d'heure qu'on a lancé la discussion. Je rappelle que c'est quand même un livre choc, hein, parce que chef d'entreprise que le monde attend de nous, oui, il attend beaucoup, et surtout dans cette période. Je vais céder la parole à mon ami Emmanuel Cudi, qui est bien meilleur intervieweur que je ne le serai jamais, mais qui, lui, est en train de collecter toutes les questions qu'on voudrait te poser, que tous les gens qui sont connectés veulent te poser, et je cède avec une certaine tristesse la parole à mon ami Emmanuel. Et vous restez avec nous, Président, bien sûr, puisque vous bien pourrez sûr, de nouveau intervenir régulièrement autour de cette conversation. Merci en tout cas, bonsoir à toutes et à tous. Et je partage effectivement, Bernard Guénier, l'analyse de Jean-Hervé Lorenzi sur ce livre, en fait, qui est tout sauf un livre d'économie technique, hein. C'est vraiment une somme des propositions pour l'entreprise de demain. On est vraiment dans le concret, et c'est tout l'avantage de ce livre. Donc, on va passer à une série de questions-réponses. Quelques petites recommandations auparavant pour éviter les bruits parasites. Merci de bien laisser vos micros fermés, et vous pourrez les ouvrir évidemment pour intervenir, en tout cas pour les panélistes avec qui nous allons commencer cet entretien, et les autres personnes en ligne. Vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions par écrit selon les modalités qui vous ont été précisées, et les questions m'arrivent au fur et à mesure sur un écran, et je les poserai de manière, j'espère, assez logique, car elles sont déjà très nombreuses. Alors, côté panéliste, peut-être Hippolyte Dalbis, membre du Cercle des économistes, directeur de recherche au CNRS. Est-ce que, Hippolyte, vous êtes en ligne, et est-ce que vous avez une question, je crois? Oui, je suis en ligne. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est parfait. On entend très bien. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, merci beaucoup pour cette émission et pour ce livre. Je l'ai trouvé finalement très intéressant. Je l'ai lu comme étant voilà, une entreprise, certes symbiotique, mais c'est une entreprise qui souhaite participer au bien commun. Et en fait, la façon dont je perçois en fait la démarche que vous avez en écrivant ce livre, c'est que vous avez une volonté finalement de convaincre les autres chefs d'entreprise, et puis convaincre non seulement les chefs d'entreprise, mais aussi les cadres et tous les employés des entreprises de participer à ce bien commun. Parce que voilà, vous relatez certaines expériences. Moi, j'étais très intéressé notamment par celle à destination des décrocheurs, par exemple, du système scolaire. Mais voilà, on sent dire qu'il y a une volonté de convaincre, hein, et de convaincre tout le monde de participer au bien commun, parce que sinon, il n'y aura pas ce passage à l'échelle, et donc il n'y aura pas de réelle transformation opérée par les entreprises. Et alors, voilà, ma question, c'est un petit peu, mais et si finalement ça ne suffisait pas? Voilà. Et si ça ne marchait pas, est-ce qu'il faut recourir aux bonnes vieilles techniques qui sont un petit peu les obligations légales,
Je prends l'exemple un petit peu, par exemple, d'imposer la parité ou 40% dans les conseils d'administration. Voilà, j'aimerais avoir un petit peu votre position par rapport à des façons plus habituelles, en fait, de faire et de faire avancer les entreprises. Ok, je sais pas, comme j'ai un écho, je suis en train de gérer la compréhension de la question. Je ne sais pas si on m'entend là. On vous entend parfaitement, oui. Ok, donc écoutez, sur ce sujet, il est évident, et on le sait quand on est chef d'entreprise et manager, que il faut donner envie, et je le dis d'ailleurs dans le livre, j'ai un petit modèle simple, il faut donner envie, il faut aussi inciter, il faut donner les compétences, il faut donner aussi le pouvoir d'agir. Et donc, c'est un petit modèle de sociodynamique, et je pense que tous les hommes politiques et ceux qui ont la responsabilité de la nation devraient s'en inspirer, parce que c'est un élément important. Donc, lorsque vous me dites, est-ce qu'on doit inciter, est-ce que l'on doit peut-être parfois forcer, j'aurais tendance à dire oui, parce que la responsabilité d'un chef d'entreprise ou de personnes qui ont une responsabilité dirigeante, de leadership, c'est d'emmener les équipes vers quelque chose de différent, de nouveau, qui va transformer. Donc, vous êtes obligatoirement dans la nécessité de faire comprendre, de donner du sens, mais aussi de forcer la main parfois. Et donc, oui, bien sûr. Et donc, la régulation, si on se situe à un niveau macro ou politique, comme en matière d'entreprise, doit permettre de fixer un certain nombre de règles, d'objectifs qui emmènent à la transformation et qui emmènent tout le monde à comprendre pourquoi il faut changer et aussi parfois à imposer. Donc, c'est pour ça que dans les entreprises, pour moi, le mouvement de transformation lié à la sociodynamique qui a été inventé par le cabinet Bossard, le cabinet français, et c'est très important parce que il faut appuyer sur tous les leviers. Et donc, la régulation, la nécessité de faire, imposer parfois, est absolument nécessaire parce que ça fait changer de regard, ça fait changer de posture et on change d'angle de vue. Donc, oui, c'est nécessaire. Mais la régulation n'est pas homogène au niveau international. Et les entreprises évoluent dans un contexte de compétitivité internationale. Et donc, comment est-ce qu'on gère finalement des régulations qui pourraient être, je dirais, plus contraignantes en Europe vers l'humanisme, là où on agit avec des entreprises qui, elles, n'ont pas ces régulations. Voilà, là, il y a une distinction. Alors oui, tout à fait, vous avez raison de poser cette question. On ne vit pas. Ah, Bernard, nous ne vous entendons Moi, j'ai un plus. écho, donc je ne sais pas si la question est finie. Donc, voilà. Je pense que je peux répondre là, c'est ça, Emmanuel? Oui, bien sûr. Oui, allez-y, allez-y. Oui, d'accord, pardon. Donc, oui, évidemment, la régulation, elle ne peut s'inscrire que dans une vision multilatérale du monde, et avec les contraintes économiques d'un monde et réglementaires et culturelles aussi parfois. Donc, la destinée d'une nation nécessite de prendre en compte à la fois ses forces et faiblesses et cette capacité à faire bouger les lignes. Je vais prendre un exemple, la fiscalité des GAFA. Vous ne pouvez pas imposer une fiscalité des GAFA en France tout seul. Donc, vous êtes obligé de venir convaincre d'autres pays de faire ces changements. Vous en avez ou les moyens ou pas. Vous en avez la force politique, vous en avez la force économique. C'est pour ça que l'Europe est absolument nécessaire en matière de régulation. C'est pour ça qu'elle est indispensable à la France. Et c'est pour ça que face à ces géants que sont la Chine et les États-Unis, vous devez prendre ça en compte. Et quand vous êtes chef d'entreprise d'une entreprise multinationale, vous avez évidemment la nécessité de prendre en compte ces différentes régulations, de les adapter à votre environnement et donc d'être à la fois global et local. Donc, bien évidemment, la capacité à imposer, la capacité à ne pas subir est très importante. Donc, on ne peut pas juste être en dehors du monde. Donc, c'est pour ça que dans mon livre, je dis ce principe de compétitivité et de coopération que nous devons savoir mettre en équilibre est un chemin. C'est un chemin de transformation, mais c'est un chemin aussi difficile pour les chefs d'entreprise parce que ça implique, ou même les États d'ailleurs,
une stratégie en termes de capacité à agir. Quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, où dois-je agir? C'est là où ça devient politique, que ce soit pour la nation française, que ce soit pour les entreprises françaises, que ce soit pour les chefs d'entreprise. Et c'est ça qui est le plus difficile, parce que lorsqu'on est Total et que l'on veut devenir une entreprise, et j'en parle dans mon livre, d'énergie décarbonée, vous ne pouvez pas faire bouger votre énorme bateau de production de pétrole au départ sans avoir un chemin. Et donc, c'est pour ça que je cite dans mon livre Patrick Pouyanné qui indique évitons les débats manichéens. Je pense qu'on doit éviter les débats manichéens, ce que la politique parfois empêche de faire. Bien, nous poursuivons les questions avec les panélistes et nous avons une question d'Éric Chanet, en l'occurrence conseiller économique de l'Institut Montaigne. Éric Chanet, vous pouvez ouvrir votre micro et poser la question. Oui, bonjour Monsieur Guénier. Je n'ai pas eu la chance de lire votre livre. J'ai été invité par Jean-Hervé à discuter, mais je vous ai écouté avec beaucoup d'attention et je trouve que vous posez un problème essentiel qui est celui de l'acceptation par les populations de la sphère économique telle qu'elle est. Et vous considérez que la sphère économique doit changer pour être mieux acceptée. J'observe d'ailleurs que c'est vrai dans plein de domaines. Regardez les questions scientifiques, on arrive à des choses absolument terrifiantes de populations qui sont supposées avoir un certain niveau scientifique et qui en arrivent à dénigrer la science comme c'est le cas aujourd'hui, aussi bien aux États-Unis qu'en France. Mais alors, comme économiste, j'ai été chef économiste chez Morgan Stanley pendant très longtemps pour l'Europe. J'ai beaucoup circulé aussi au Moyen-Orient et en Asie. Mais comme économiste, j'ai envie de vous pousser un peu, quand vous dites qu'il faut un équilibre entre compétition et une vision plus coopérative, sur la question de la compétition que je vais appeler concurrence et que je vais prendre sous l'angle suivant. C'est que la concurrence, c'est ça qui fait avancer les choses. C'est grâce à la concurrence que des idées nouvelles apparaissent, qu'elles prennent forme dans des projets d'entreprise. Quelquefois, au départ, ce n'est pas grand-chose, et puis ça finit comme Google. Et donc, la concurrence est en elle-même une extraordinaire source de progrès social, puisque c'est ce qui permet de créer le surplus qui finalement sera redistribué même aux gilets jaunes. Je vais peut-être mettre dans ma question le profit aussi, parce que une entreprise qui est concurrentielle, qui est compétitive, générera des profits ou des profits futurs. Et ça, c'est le marché boursier qui nous le dira. Et ces profits eux-mêmes seront un moteur de progrès, y compris social. Alors, je voulais vous entendre sur cette thèse que la concurrence, c'est bon pour le progrès social, alors qu'on en voit l'aspect négatif, que les profits, c'est bon pour le progrès social, et comment ça s'articule avec l'ambition de votre projet. Bernard Guénier. Alors, j'aurais une autre question après sur le carbone. D'accord. Bien. OK. J'ai un écho, excusez-moi, c'est un peu compliqué pour moi. Donc, si la question est terminée, je crois l'avoir entendue 2 fois. Donc, voilà. Donc, ce que je dis dans mon livre sur l'aspect compétition, c'est un principe essentiel. C'est un principe essentiel, la compétition, parce qu'elle est justement source d'innovation, elle est source de créativité et elle permet d'avancer, faire avancer le monde vers une voie de progrès. Donc ça, c'est un point assez clair et absolument nécessaire. Pourquoi? Parce qu'en plus, elle permet aux entreprises de dégager justement des résultats et du profit pour investir, rémunérer le risque de ceux qui ont investi avant. Et donc, c'est absolument essentiel. En revanche, lorsque ce principe de compétition aboutit à des positions dominantes, à des positions de rente, à des positions qui justement amènent l'entreprise à ne plus imaginer, investir, être mis en cause, vous provoquez des phénomènes extrêmement négatifs. Et donc, dans mon livre, j'indique que sur ce sujet, le point important est le rôle de l'État. Et on voit bien dans le débat actuel que la problématique de la régulation et de l'antitrust est revue largement face au GAFA, à la technologie. Donc, il
il est clair qu'une entreprise a un hubris, hein, je le dis dans le livre, c'est la volonté de dominer son marché, d'être seul sur son marché. Donc, les GAFA, et je l'ai vécu dans la Silicon Valley, ont des missions merveilleuses pour le monde. Elles veulent changer, répondre à des besoins humains nouveaux ou à venir. Elles veulent répondre à des enjeux considérables, mais avec aussi cette hubris de vouloir dominer leur marché, comme certains GAFA, et donc finalement ne plus créer de valeur, ne faire qu'au profit de quelques-uns. Donc, il est très important que la régulation joue un rôle là-dessus, ça c'est le premier point. Et ensuite, il est très important que ces entreprises comprennent aujourd'hui, ça c'est l'aspect coopération, que si elles veulent être reconnues par leurs clients et par leurs collaborateurs, elles doivent répondre à ce principe de solidarité et de coopération, parce que c'est la demande qui est aujourd'hui dans la société. Et donc, pour moi, il n'y a pas de contradiction. En tout cas, il n'y a pas… ce sont deux principes qui doivent vivre ensemble. Et on a oublié depuis, je le disais au début, 30 ans, on a poussé à fond cette principe de compétition, ce principe de réponse par l'individu, alors que nous devons retrouver, et les entreprises doivent retrouver, une réponse vers plus de coopération, parce qu'elles seront remises en cause si elles oublient ça et elles ne répondent pas aux besoins sociétaux, humains et aux biens communs. Et c'est cet équilibre-là qu'il faut retrouver. C'est un chemin difficile, c'est un chemin complexe, et chaque entreprise doit avoir sa propre stratégie à cet égard. Donc, il n'y a pas pour moi de contradiction. C'est un chemin où il faut retrouver cet équilibre pour qu'on retrouve un sens commun ensemble pour faire société. Alors, Éric Chanet, rapidement, vous aviez une question concernant le carbone. Oui, ce que vous dites est passionnant parce que ça va dans le sens des travaux de Thomas Philippon, qui considère que la concentration réduit l'innovation. Ce qui est très intéressant, c'est que David Autor du MIT arrive aux conclusions inverses, que tous les deux sont des économistes de très grande classe, qui travaillent sur des données statistiques, mais que l'un a travaillé sur des données d'entreprise et l'autre sur des données d'établissement. Ils arrivent quand même à des résultats très différents. C'est la théorie des superstars de David Autor. Ma question sur le carbone, parce que vous avez cité l'environnement comme devant être une préoccupation des entreprises, des chefs d'entreprise et de leur board. Or, le principal défi, c'est le défi climatique. Et là, il y a un problème de coordination monstrueux qui pourrait être résolu si on pouvait se mettre d'accord sur un prix du carbone, ne serait-ce qu'au sein de l'Union européenne. Alors là, voilà ma question. Sur ce point essentiel, pas mal d'entreprises utilisent un prix du carbone en interne pour prendre les bonnes décisions. Et on ne peut que les féliciter, elles devraient le faire savoir. Mais il n'y a pas de raison que ces prix du carbone soient les mêmes. Qu'est-ce que les chefs d'entreprise conscients, je ne veux surtout pas parler de woke, mais les chefs d'entreprise conscients peuvent faire pour pousser les États, d'abord de l'Union européenne, à se mettre d'accord sur un prix unique du carbone? Ce prix du carbone, évidemment, devant être reflété dans les prix des biens et services que nous consommons, qu'ils soient produits sur place ou qu'ils soient importés. Est-ce qu'il y a un rôle là-dedans pour les entreprises pour nous faire un peu bouger les politiques sur ce sujet qui, en France, est devenu quasiment tabou? Alors, Bernard Gagné, et je demanderai à chacun d'être assez concis, à la fois dans les questions et les réponses, parce que les questions s'accumulent et il y a encore beaucoup de personnes derrière. Merci, Bernard, c'est à vous. Ok, donc moi, sur ce sujet du prix du carbone, d'abord, je ne suis pas un spécialiste du prix du carbone, honnêtement. Moi, je pense que, comme pour tout sujet qui nécessite un pas en avant, la mobilisation des entreprises sur ce sujet est clé. Or, elles oublient parfois, et je l'ai constaté pour d'autres sujets, notamment en matière comptable, sur des sujets FRSO, où elles se plaignent souvent de subir des réglementations mal fagotées, qu'elles ne se mobilisent pas pour le bien commun et pour l'intérêt collectif, pour faire comprendre, elles auront raté une occasion de démontrer, surtout les grandes, qui sont aujourd'hui vues comme partie du problème, le plus souvent par certains de nos concitoyens et parfois beaucoup de nos concitoyens, on le voit dans toutes les études sur la confiance des entreprises, si elles ne se mobilisent pas sur ces sujets en essayant de s'accorder elles-mêmes sur ces différentes notions, elles ne joueront plus leur rôle et on le leur reprochera. Donc moi, je ne peux que les inciter à le faire. Alors comment peuvent-elles le faire? Je pense qu'elles en ont les moyens si elles le veulent. Elles ont une capacité d'influence considérable. Encore faudrait-il qu'elles sachent se coaliser.
Et là, encore une fois, on voit bien à l'œuvre un principe de coopération et non pas un principe de compétition intrasecteur et intersecteur. Donc, moi, je trouve que c'est indispensable. Merci. Question de Vincent Charlet, qui est délégué général de la Fabrique de l'Industrie. La parole est à vous. Branchez votre micro et nous vous écoutons. Bonsoir et merci de me donner la parole. Votre expérience est effectivement saisissante, faite de plusieurs postes à l'international. Je serais tenté d'en déduire que vous avez vu le monde bouger vite parce que vous avez été là où il bougeait vite. Et quand on se pose la question de savoir comment réconcilier en gros les hommes et le progrès, il faut peut-être avoir vu aussi les territoires qui voient passer les trains. Vous étiez sur la locomotive et il y a des gens qui voient passer les trains. Pourquoi je dis ça ? Parce que parmi les présupposés de votre ouvrage, il y a celui que le Covid nous a ouvert les yeux et qu'il y a une soif quasi universelle de changement de modèle, de changement de paradigme, etc. Je n'en suis pas convaincu. Je pense que notamment les études sur les choix de consommation juste avant Covid, pendant Covid et après Covid montrent bien que le naturel revient encore plus vite qu'au galop et que les gens ont été privés du plaisir d'aller à la piscine et donc ils vont construire des piscines dans leur jardin, du plaisir d'aller en croisière et donc ils se ruent sur les billets de croisière pour la saison 2021, etc., etc. Et vous dites vous-même d'ailleurs à propos de la Chine qu'il y a eu un arbitrage, il y a un arbitrage apparemment accepté par les populations, que tant que le niveau de vie n'est pas au moins au standard des Occidentaux, tout le reste, démocratie compris, est accessoire. Du coup, ma question, c'est comment on fait ? C'est-à-dire, est-ce que vraiment il faut attendre de la part des populations et des entreprises une adhésion au principe de progrès et une adhésion, par exemple, au principe de la symbiose, ou est-ce que de toute façon, le marché reste le driver, les consommateurs, enfin, sans consommateurs, sans acheteurs, l'entreprise ne peut rien faire, ne peut rien décider. Et dès lors, vous êtes, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, obligé de suivre le mouvement. Et ce mouvement, contrairement à l'idée qu'on pourrait s'en faire, même les grands capitaines d'entreprises et d'industrie n'ont pas la main dessus. Alors, Bernard Guénier. Alors, vous posez une question tout à fait importante. C'est pour ça que moi, dans mon livre, je ne donne pas de leçons sur la capacité de chaque entreprise à faire ça de façon forte, immédiate et massive, parce que il est clair que un certain nombre de consommateurs, on va prendre l'exemple du bio par exemple, vous avez dans les quartiers prioritaires de la ville, vous n'allez pas demander à des consommateurs d'aller acheter bio à des prix qui sont 20-30% plus chers que ce qu'ils peuvent se payer, et donc ils vont revenir à des consommations qui leur permettent simplement de vivre. Donc nous avons des enjeux qui ne concernent pas forcément l'entreprise, mais l'entreprise, elle ne peut exister que si justement elle est capable d'équilibrer sa capacité à continuer à rendre un service ou à fournir un produit qui lui permet de continuer. Elle a par contre une obligation de faire bouger les perceptions, de les faire évoluer, et en revanche, elle ne peut pas modifier un écosystème. Par contre, elle est en capacité avec les autres de monter, je pense, un chemin. Donc c'est un mouvement, parce que si on considère qu'on s'arrête aux besoins actuels et que rien ne peut être changé, on va à une catastrophe, mais considérable, sur des problématiques de formation, d'emploi, de biodiversité, d'environnement, et la crise sera encore plus forte. Donc moi, ce que j'appelle à faire, et c'est un peu ma demande auprès des chefs d'entreprise, et mon livre s'arrête aux chefs d'entreprise, pour être un livre beaucoup plus large encore, mais il dit aux chefs d'entreprise, ayez conscience de ces enjeux, vous êtes des acteurs de la société, vous devez prendre ce chemin, il est difficile, il est parfois contradictoire, mais il est
incontournable. Vous ne pouvez pas l'ignorer parce que l'urgence est là. Voilà. Donc, ma réponse, elle est en termes de chien d'entreprise assez pragmatique, selon les situations des uns et des autres. La capacité à agir, la capacité à le faire à une certaine vitesse, dépendra de votre position, de votre capacité, de vos moyens et de votre innovation, de votre inventivité et aussi de votre capacité de conviction. Donc, je n'ai pas de réponse d'un économiste à cette question. Et je dis aux chefs d'entreprise, si vous ne le faites pas et si vous ne vous coalisez pas, si vous ne prenez pas conscience de ça, on est face à une urgence qui deviendra catastrophique dans nos sociétés, notamment démocratiques. Alors, il reste 3 questions de panélistes et ensuite nous passons aux questions autres qui nous arrivent par écrit. Question cette fois de Paul Alibert, directeur général de l'Institut de l'entreprise. Paul, c'est à vous. Oui, merci, merci beaucoup Emmanuel. Bernard, merci pour ces réflexions, pour un livre, on peut dire, ambitieux. Hein. D'ailleurs, c'est finalement, en termes d'audace, là, vous invitez les patrons à l'audace, vous avez montré finalement l'exemple. Parce que cette interpellation, elle n'est pas facile à porter. Moi, j'ai 2 questions qui portent sur l'interaction sphère publique, sphère privée, en termes d'entreprise versus l'État. Parce que finalement, vous proposez un positionnement pour les entreprises qui trouvent des solutions face à des États qui, eux, n'arrivent pas à régler les problèmes. Et je pense que ça peut poser, donc il y a des enjeux qui sont considérables hein, dans la capacité de l'État à lâcher des prérogatives et des entreprises à les assumer. Alors, j'en cite 2, puis après peut-être je m'arrêterai là. D'abord, la question de la redondance des solutions qui sont proposées par les entreprises, qui sont souvent efficaces, en tout cas qui sont soumises à une loi de la concurrence qui fait le tri quand même beaucoup plus, face à des solutions qui sont imposées par les pouvoirs publics et qui sont souvent défaillantes. Bon, peut-être pas certaines... Je pense site impro.gouv.fr qui lui marche bien, mais certaines sujets publics. Je pense à un sujet de santé, par exemple. Je me souviens de la question du régime des indépendants, qui poussait beaucoup à vouloir cesser de cotiser à la Sécu pour privilégier des assurances privées. Donc, quel scénario en France comment est-ce que l'État peut transférer des responsabilités du public vers le privé pour laisser les entreprises s'emparer de sujets qui aujourd'hui bénéficient d'une mauvaise gestion pour qu'elles s'améliorent et sans cependant être accusé des pires compromissions. Voilà, ça, c'est un premier sujet. Comment est-ce qu'on transfère? Le deuxième sujet que je soumets, c'est quand un chef d'entreprise citoyen s'investit dans la formation, l'emploi, l'environnement, etc., il remplit ses devoirs, même parfois plus. Est-ce qu'il doit aller jusque plus loin, c'est-à-dire en assumant complètement la citoyenneté, en prenant la parole dans le débat public? Et donc, finalement, où s'arrête la responsabilité d'un chef d'entreprise, d'après vous, Bernard? Voilà, 2 questions que je m'arrête là. On écoute les réponses de Bernard Gagné. Bon, sur le sujet du rôle de l'entreprise, de l'État, et finalement, c'est quoi le rôle de l'État dans l'entreprise, dans le monde de demain? Moi, je considère que l'État a d'abord et avant tout un rôle de régulation, un rôle stratégique, un rôle d'orientation, et qu'il n'a plus les moyens. Dans un monde qui est distribué, qui est local, et je parle de l'État central, il n'a plus les moyens, ni même les capacités, et d'ailleurs le monde est bien en contradiction de ça, et on le voit dans la crise sanitaire, dire la problématique de la vaccination, si l'État ne s'appuie pas sur les collectivités et régionales, et il ne peut plus y arriver, malgré tout. Donc pour moi, la capacité de l'État à sortir d'un certain nombre de sujets et à utiliser les entreprises, mais aussi les collectivités de proximité, je parle de collectivités de proximité, donc collectivités territoriales, est un enjeu massif et on n'a pas tiré toutes les conséquences de la décentralisation et du changement qu'impliquent les changements technologiques, les changements liés à l'information, liés à la capacité d'agir dans les territoires, autant qu'on aurait dû. Et l'État vit sur cette perception qu'il peut agir directement sans faire participer collectifs locaux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les entreprises. Je pense que certaines, dans un contexte où l'étendue de la demande de l'État pour le passer aux entreprises est claire, il est
tout à fait envisageable et possible de faire ces transferts. Encore faut-il déterminer s'il s'agit d'un élément de la valeur transférée qui soit clair pour les citoyens et qu'il n'y ait pas justement ces éléments de compromission ou du bien commun. Donc, à un moment donné, il faut que le contrat soit clair et je pense que l'État ne sait aujourd'hui pas complètement faire cela, particulièrement en France. Sur la deuxième question, est-ce que le chef d'entreprise doit jouer un rôle dans la société au-delà de son rôle de mettre ensemble un certain nombre de parties prenantes et de créer de la valeur pour l'ensemble de ces parties prenantes? Je pense qu'il a un rôle de prise de parole, à mon avis, fort sur les domaines qu'il maîtrise et qu'il connaît pour donner du sens justement à l'action qu'il mène dans le cadre de son entreprise pour expliquer à ses collaborateurs, à ses clients et à toutes ces parties prenantes l'intérêt d'aller rechercher justement ces nouvelles directions pour créer un sens collectif et un sens sociétal à son action. Et donc, il doit, à mon sens, prendre la parole, évidemment pas sur tous les sujets, mais sur les sujets où il est légitime. Et on voit souvent des chefs d'entreprise qui ne prennent pas la parole et qui agissent. Je trouve que c'est dommage et que lorsqu'on a parlé du prix du carbone, il est, me semble-t-il, nécessaire que les entreprises puissent prendre la parole là-dessus parce qu'on sait que c'est un élément de la réponse. Et si elles ne le font pas, elles ne jouent pas leur rôle dans le monde de demain. Question d'Erwan Tison, directeur des études de l'Institut Sapiens. Erwan. Bien. Merci Manuel. Bonsoir à tous. Merci Monsieur Guénier pour votre intervention. J'ai noté une phrase dans votre essai que j'ai trouvé assez jolie parce qu'elle, je pense, résume assez bien votre propos. L'entreprise n'est plus une île quand elle devient symbiotique. Dans le chapitre 4, si je ne dis pas de bêtises. À travers cette phrase-là, moi j'avais une question. Vous êtes à travers votre essai, votre propos, vous vous mettez en tout cas en avant, quelque part, dans une posture avant-gardiste par rapport à vos coreligionnaires, si j'ose dire. Qu'en est-il du coup de la mesure de cette symbiose? Il y a une proposition peut-être des années 90 qui a été formulée par Clinton, qui est celle de la comptabilité en triple capital, donc qui permet notamment, au-delà des objectifs financiers, d'aller chercher son impact et carbone et social, donc environnemental, donc via le carbone. Eric a soulevé à juste titre, a dit que c'était grâce à la concurrence en général que les choses avancent. Dans l'environnement concurrentiel qui touche la plupart des entreprises, dont les vôtres aujourd'hui, que ce soit pour les consommateurs comme pour les talents, il y a justement cette volonté de chercher des acteurs, des partenaires ou des employeurs qui font sens et qui du coup ont un impact positif sur justement le volet social et le volet environnemental. Ma question est toute simple. Est-ce que vous, en tant que justement patron, si je puis dire, avant-gardiste sur ces questions-là, vous serez prêt en tout cas à tester ce genre de dispositif-là pour justement faire en sorte que dans le jeu de la concurrence qu'anime votre marché, vous soyez un des pionniers à pouvoir réaliser ce genre d'opération? Oui, Bernard, nous vous écoutons. Alors, donc, si vous voulez, excusez-moi, j'ai encore de l'écho. Donc votre question, je veux dire, la réponse, oui, nous sommes engagés, nous, PwC, dans le monde sur ces sujets. Concrètement, en France, nous sommes engagés puisque nous avons annoncé il y a quelques semaines que nous participions d'ailleurs avec L'Oréal et Danone sur une chaire sur la comptabilité et le reporting multi-capital. Donc, nous, pour moi, c'est absolument essentiel. Nous travaillons sur ces sujets, c'est d'ailleurs dans mon livre à la fin, sur les sujets de la responsabilité sociétale et environnementale depuis 25 ans. Je peux dire que nos deux équipes, il y a 25 ans, étaient ignorées, mal comprises, y compris même à l'intérieur de PwC. Aujourd'hui, elles sont en avance et devant et sur le devant de la scène. Il est essentiel, me semble-t-il, et il y a eu des entreprises pionnières en France. On peut dire qu'en France, nous sommes assez pionniers sur ces sujets. Je pense à Kering, je pense à Danone. Et je pense qu'il est essentiel d'aller dans cette direction parce que finalement, et peut-être que les économistes aussi travaillent sur ces sujets au plan macroéconomique, mais finalement, la création de valeur et le progrès économique, ce n'est pas qu'un PIB, ce n'est pas qu'un résultat net après impôt dans les comptes des sociétés, c'est beaucoup plus large. C'est évidemment l'impact environnemental, c'est l'impact sociétal, c'est l'impact social. Et on a besoin de mesurer ça. La comptabilité est assez, comment dire, assez peu ouverte à ces sujets aujourd'hui.
Et il est essentiel d'aller dans cette direction parce qu'on aura une vision du monde qui aura évolué, parce qu'on aura changé de regard si on fait cela. C'est un très, très long chemin parce que ça implique, elle met en jeu des éléments de responsabilité légale, des éléments de responsabilité des entreprises extrêmement importantes. Donc elles essayent d'aller dans cette direction, mais l'environnement juridique et de régulation n'est pas forcément favorable à ça aujourd'hui. Et il faut que les États, les régulateurs aillent dans cette direction aussi, en comprenant que si ces entreprises sont prêtes à y aller, il faudra les y aider et ne pas justement simplement imposer des règles qui n'ont pas de sens et qui ne sont pas adaptées à la nécessité d'innovation dans ces domaines. Donc, c'est un chemin étroit, comme toujours en matière d'innovation et d'évolution. Il faut laisser la créativité s'exprimer tout en permettant de s'y retrouver à un moment ou à un autre. Donc, voilà ce que je peux dire sur ce sujet. Oui, il faut le faire. Nous, PwC, nous sommes engagés et il faudra aller plus loin. Et quand je dis que nous sommes engagés, c'est surtout pour faire comprendre à nos clients tous les jours que ce point est essentiel parce que leurs clients, et je y reviens, leurs collaborateurs le demandent. Et moi, je le sais tous les jours. Si nous ne répondons pas à cette demande, les clients et les collaborateurs se détourneront de nous à un moment ou à un autre. Une dernière question panéliste avant de passer aux autres questions qui arrivent par écrit. Clara Pisani-Ferry, chargée d'études et conseillère du directeur général de Terra Nova. Clara. Bonjour à tous, merci Bernard et merci au Cercle d'organiser cet échange. Moi, je voulais revenir sur une question de méthode parce que vous avez parlé des recettes de demain encore à construire puisque celles d'hier étaient périmées et vous invitez les chefs d'entreprise dans votre ouvrage à plus de démocratie et à parier sur l'intelligence collective. Donc, moi, je voudrais vous poser une question aussi avec la casquette de la Convention citoyenne que Thierry Pêche a co-présidée, pour qui j'étais sa conseillère. On a écrit un rapport où justement on s'interrogeait sur la possibilité pour les entreprises d'organiser leur propre convention citoyenne avec les parties prenantes ou en interne pour associer leurs collaborateurs. Et on trouvait ça d'autant plus intéressant que c'est une manière de penser la démocratie alliée avec l'expertise, puisque ça suppose une montée en compétence du citoyen ou du collaborateur en fonction, en lui apportant la contrainte du décideur. Et je voulais savoir si ça vous semble envisageable au sein d'une entreprise de l'organiser, pas forcément sur une décision immédiate, mais peut-être sur la construction d'une raison d'être, par exemple, puisque c'est aussi une grosse partie de votre ouvrage, de comment est-ce que la raison d'être se construit, ou alors d'une stratégie de plus long terme. Je confirme qu'il y a beaucoup de questions autour de la raison d'être, justement. Alors, donc sur ce point, moi, bien sûr, j'y crois absolument. Je vais vous donner un exemple. La construction de la raison d'être de PwC, nous l'avons fait avec des collaborateurs il y a maintenant plus de 5 ans, où nous avons interrogé à l'époque 180 000 personnes en leur posant 3 questions sur les valeurs de PwC. Quelles sont vos valeurs à vous? Quelles sont les valeurs de l'entreprise aujourd'hui? Et quelles sont les valeurs que PwC devrait avoir dans le futur? Et on en a tiré une vision de ce que souhaitaient nos équipes qui était absolument incroyable. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui avec nos clients aussi, puisque cette méthode-là, on les a inventées et on les a aussi portées devant nos clients. Donc, moi, je crois absolument à ça. Je crois à la participation des collaborateurs aux destinées de l'entreprise. La seule chose qui est importante et qui est un équilibre délicat, c'est que comme dans tout corps social, et je dirais dans une société, c'est la même chose, et c'est une des grandes difficultés aujourd'hui, la démocratie directe permanente est source de confusion. Ce qui compte, c'est de garder les dispositifs de corps intermédiaires que nous avons, mais de réinventer les méthodes de collaboration et de coopération avec l'individu, que ce soit au sein de l'entreprise ou au sein de la société. Et je trouve que c'est encore en construction dans les entreprises. Chez Accor, par exemple, Sébastien Bazin a créé ces Next Generation Forum ou un conseil d'administration parallèle sur un certain nombre de sujets pour avoir la vision des jeunes collaborateurs. Nous avons ce type de dispositif, c'est PwC en France. Donc, ce sont des éléments, ce sont des tentatives. Il faudra aller beaucoup plus loin. Ça pose la question de la présence, évidemment, des conseils d'administration
des collaborateurs et des employés, dans quelle mesure, dans quelle limite. Et je pense qu'il faut progresser sur ce chemin. Et je dirais, pour ouvrir le débat, ou en tout cas ouvrir le sujet, je pense que ce sujet est posé aussi pour les sociétés démocratiques dans le monde entier. On ne peut pas simplement faire voter les citoyens sur tout et n'importe quoi. On ne peut pas leur demander de trouver toutes les solutions seuls. Il y a une nécessité d'un processus d'intermédiation pour trouver le sens du bien commun. Et ça ne peut pas se faire simplement par addition de votes ou de réactions à travers les réseaux sociaux. Bien, merci Bernard Gagné, merci à nos panélistes. Alors, les questions, nombreuses, je vais essayer de les résumer. Vous avez déjà d'ailleurs, Bernard, répondu à beaucoup d'entre elles, notamment sur la RSE, notamment sur le point que vous venez d'évoquer concernant les entreprises à mission. Alors, question, là, on est vraiment dans des questions très concrètes finalement. Là, on va rentrer dans le moteur, dans la cuisine. Quel rôle ont les dirigeants d'entreprise dans l'attractivité des jeunes talents dans leur société? Donc, est-ce qu'il y a une recette finalement? Est-ce qu'il y a un guide de bonnes pratiques? Et puis, comment fait-on avec les entreprises pauvres, quasiment privées de marge pour les pousser à mener des actions de solidarité? Tout cela, effectivement, des actions de solidarité qui ont un coût à part entière la plupart du temps. Bernard. Excusez-moi, il faut que j'attende le fin de la question parce que j'ai un écho, c'était… Ok. Donc, sur la première question, quel est le rôle du chef d'entreprise vis-à-vis de l'attractivité auprès de ses collaborateurs? Je peux vous dire que d'abord, dans toutes nos études au niveau international depuis très longtemps et dans les études que nous entendons tous les ans à Davos, le sujet de l'attractivité, du recrutement des meilleurs collaborateurs des talents a toujours été le premier enjeu de tous les patrons. Donc, le sujet pour eux, c'est de donner du sens. C'est faire comprendre quelle est la mission de l'entreprise, comment ses collaborateurs et ses futurs collaborateurs peuvent s'insérer dans cette mission, cette envie. Je l'évoque dans mon livre. Et pour moi, c'est ces éléments de capacité à convaincre, le sens que l'entreprise a dans toutes ses dimensions qui fera la différence et l'attractivité des entreprises dans le futur. Donc, pour moi, c'est ça le premier point, c'est donner du sens, créer de l'envie. Sur le sujet des entreprises qui ont moins de moyens, qui souffrent, je dirais, c'est en fait assez simple. On ne peut pas demander à quelqu'un qui a des besoins basiques pour survivre, de s'occuper de l'ensemble des maux du monde. Donc, à un moment donné, il faut pour ces entreprises-là, savoir, comme on l'a vu dans la crise, se recentrer sur des fondamentaux de survie. Et c'est pour ça que je dis dans mon livre que lorsqu'on veut être en capacité de survie, il faut d'abord s'occuper de soi-même, malheureusement, avant de penser aux autres. Et ça, il faut juste l'accepter, c'est un principe vital. Donc, pour moi, ces entreprises-là, c'est peut-être les autres qui doivent les aider. Et c'est pour ça que dans les écosystèmes, et lorsqu'on a une vision en tant qu'entreprise qui a peut-être plus de moyens, et on l'a vu dans la crise, les entreprises qui ont de la vertu et qui pensent plus large, se sont occupées dans la crise de savoir comment leurs fournisseurs allaient, comment ils pouvaient les aider, comment ils pouvaient les aider à passer la crise, comment ils pouvaient ensemble trouver des solutions pour que tout le monde y trouve son compte malgré les difficultés. Et donc, on retrouve ces principes de solidarité. Donc, vous voyez, je pense que pour ces entreprises qui ont en difficulté, au-delà de l'État qui peut les aider et qui aide beaucoup pour passer cette crise, il faut aussi que ceux qui sont dans un secteur d'industrie, un écosystème, puissent s'occuper des autres parce que si l'écosystème s'étiole, si un secteur industriel voit disparaître les fournisseurs de premier, deuxième ou troisième niveau, eh bien, celui qui est en position dominante ou qui est en position plus préférentielle ou avec plus de moyens, lui-même sera en difficulté plus tard. Et je peux vous dire que ceux qui auront souffert s'en souviendront. J'ai perdu là.
Emmanuel, je crois qu'il faut mettre ton micro. Autant pour moi. Donc, je disais que vous aviez répondu en fait à plusieurs questions par écrit. Question de Didier. Le lien entre entreprise à mission et contraintes du marché et du financier. Comment gérer ces contradictions, donc d'un côté entre capitalisme international et capitalisme humanisé, entre guillemets? Sur ce point, c'est pour moi assez simple. D'abord, je pense que le mouvement est en train d'arriver, on le voit bien avec les grands fonds d'investissement et de type BlackRock ou autres. Ils ont bien compris qu'eux-mêmes étaient en danger de ne pas s'occuper de rendre les choses plus solidaires et plus orientées vers l'environnement. Donc, il y a un grand enjeu aujourd'hui qui est de savoir comment ces acteurs-là vont avoir une demande vis-à-vis des entreprises en tant qu'actionnaires différente et différenciée par rapport au passé. Donc, il ne faut pas négliger ce point qui est, on le voit, un facteur d'évolution absolument essentiel. D'ailleurs, les acteurs des fonds d'investissement, les ER0 ou Wendel ou d'autres en France, je donne des exemples français, ont une conscience aujourd'hui extrêmement forte de ce sujet et savent que ce sont des éléments de création de valeur à long terme extrêmement importants parce que ce que j'indiquais tout à l'heure, qui est si on ne répond pas aux besoins de la société, aux éléments d'environnement, les entreprises qui seraient financées par ceux qui ne s'en préoccuperaient pas seront en difficulté et leur valeur de long terme est de toute façon impactée et elle l'est déjà aujourd'hui. Donc, je crois qu'il y a une tendance qui est là pour que ces éléments se réconcilient, on va dire à moyen long terme. Sur le court terme, je reviens à mon point de tout à l'heure, selon les situations et selon les entreprises, le chemin sera plus ou moins difficile et il faudra accepter pour chaque chef d'entreprise que, justement, ce chemin soit plus long, plus compliqué et il faut aussi pouvoir savoir l'expliquer et savoir communiquer sur ces sujets. Donc, pour moi, il n'y a pas un chemin unique, c'est une voie difficile. Certains sont en meilleure position que d'autres. Ça dépendra de la nature des actionnaires qu'ils ont. Et c'est pour ça que dans mon livre, j'indique que souvent, les actionnaires de type familiaux, qui sont des actionnaires de long terme, comprennent le sens de ce qui change et de l'évolution du monde et sont en capacité de parier plus loin. Mais je crois que les investisseurs des marchés de capitaux, de type BlackRock ou autres, ont compris cette tendance et eux-mêmes vont faire changer l'attente des marchés et c'est ce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui. Donc, voilà ce que je peux répondre là-dessus. Il n'y a pas de, comme on dit en anglais, one size fits all, il n'y a pas de réponse unique, mais il y a des chemins et ils sont parfois escarpés, reconnaissons-le, ce n'est pas simple. Alors, nous arrivons au terme de cet entretien. Je prendrai simplement une toute dernière question qui est d'ailleurs en rapport direct, Bernard Guénier, avec le titre de votre ouvrage, Chef d'entreprise, ce que le monde attend de nous. Cette question est toute simple, elle est signée Denis. Est-ce le retour finalement de l'entreprise citoyenne d'autrefois? Oui, oui, bien sûr, puisque l'entreprise citoyenne, c'est contribuer à la société, c'est être dans la société. Et c'est de comprendre le rôle que l'on a. Et c'est ce que je disais au début de ce webinaire, c'est on a oublié, à partir des années 70 et 80, que le principe de compétition porté à l'extrême au profit de quelques-uns, et beaucoup d'études l'ont montré et le montrent, ne pouvait que conduire à une fracturation, puisque les profits de la croissance au plan macroéconomique qui a permis de faire d'énormes progrès partout dans le monde ne vont pas à tout le monde. Et donc, si l'entreprise ne démontre pas cette capacité à être acteur pour tous et pour le bien commun, elle sera désintermédiée, balayée et remise en cause. Donc, oui, c'est l'entreprise citoyenne, si on veut, mais avec une responsabilité qui est beaucoup plus large parce qu'elle est… Pour moi, et c'est peut-être ça la seule différence, c'est qu'elle fait partie des seuls acteurs qui restent, et il n'y en a plus beaucoup, qui ont une capacité, par l'action collective, à changer
la société à la transformer de l'intérieur, alors que les entreprises citoyennes d'il y a quelques dizaines d'années, elles étaient citoyennes par leur contribution avec une vision peut-être limitée de leur rôle dans la société. Donc, je pense que c'est ça qui est peut-être le changement. Et ce que je dis, c'est que l'entreprise doit s'y mettre parce qu'il ne reste plus beaucoup de solutions et c'est là où est l'urgence face à la difficulté qu'ont d'autres corps intermédiaires à trouver des solutions, y compris l'État aujourd'hui. Voilà. Merci infiniment Bernard Guénier. Merci beaucoup pour ce témoignage fort, imprégné. Et merci à vous toutes et tous pour les questions très pertinentes. Il y en avait encore quelques-unes, mais voilà, ce n'est que partie remise.